L'OMS a toujours la position dominante en matière de santé et malheureusement les États se sont ralliés à cette position dominante en donnant une contribution financière. Donc chaque État donne une contribution financière pour que l'OMS puisse fonctionner. Donc moi je pense quand même que perdre sa souveraineté financière c'est quelque chose de grave, mais perdre sa souveraineté en matière de santé c'est pire, je pense, c'est pire encore. Donc il faut vraiment que les gens gardent ça en tête. Et justement, en parlant de l'OMS, elle vient de rédiger un plan d'action mondial pour les vaccins, pas pour la santé des gens, mais pour les vaccins. Et donc ce plan, qui doit courir entre 2011 et 2020, et ça s'appelle la décennie des vaccins. Quels sont les objectifs stratégiques de l'OMS pour le monde entier? L'objectif 1, tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité. 2, les individus et les communautés comprennent la valeur des vaccins et exigent les vaccinations à la fois comme un droit et comme une responsabilité. Donc ici, je pense que ça relève de la manipulation parce que l'OMS invente l'idée que tout un chacun va réclamer une vaccination. Alors qu'on sait bien aujourd'hui que les gens commencent à comprendre qu'il y a des difficultés par rapport au risque des vaccinations. Et donc voilà, je pense qu'il y a là un glissement de mots qui est quand même dangereux. L'Organisation mondiale de la santé est pour beaucoup d'analystes une menace croissante pour la santé et surtout pour les libertés des gens. Et le fait d'analyser la situation avec l'OMS va permettre aux gens de comprendre pourquoi ça bouge si peu en matière de vaccination. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que les politiciens nationaux ont tellement peu de liberté en matière de vaccination? On l'a vu avec le H1N1. C'est suite à l'alerte 6 de l'OMS que la production de vaccins a été déclenchée. On l'a vu aussi que quelques mois avant le déclenchement de cette alerte maximale 6, l'OMS avait modifié ses critères de définition de pandémie pour les assouplir. Entre-temps, l'OMS a encore assoupli ses critères de définition de pandémie. Allez voir sur notre site, on en a parlé. Mais là, on va parler surtout aujourd'hui de leur plan, de leur stratégie, parce qu'ils font beaucoup de stratégie décennale de la vaccination. On est déjà assommé matin, midi et soir par des publicités vaccinales, on est culpabilisé parce qu'on ne serait pas assez altruiste si on ne se fait pas vacciner. Et là, l'OMS nous parle de ses objectifs stratégiques pour la période 2011-2020. Et c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'on voit bien que la pression va aller en s'intensifiant sur les populations, mais également sur les États. Parce que les États sont invités à mettre sur pied une législation pour qu'il y ait une ligne budgétaire fixe de façon à financer les vaccins en permanence, indépendamment de leur risque finalement. C'est financer les vaccins pour financer les vaccins. Il y a vraiment une idéologie là-dessous et c'est assez effrayant. Alors l'OMS dit qu'il faut accéder à toutes les populations pour leur faire jouir des bienfaits de la vaccination et cela quelle que soit leur zone géographique, leur handicap, leur âge. Donc voilà, on voit bien dans cette position qu'il faut vacciner à tout prix sans aucun égard pour la particularité des individus, chacun et de leur système immunitaire. Alors, il est également dit dans le document de l'OMS qu'ils veulent générer de la demande. C'est extrêmement préoccupant parce que si les vaccins étaient si salutaires et qu'ils étaient gages de santé, eh bien, la population n'aurait pas besoin qu'on génère de la demande et réclamerait toute seule les vaccins. Alors, l'OMS nous dit notamment ceci. C'est important que vous alliez voir dans les documents officiels parce que c'est là que se trouvent les réponses. Générer de la demande de la part des individus, des ménages et des collectivités nécessitera de faire un usage plus efficace des plateformes classiques et de recourir à de nouvelles stratégies pour faire connaître les bénéfices de la vaccination, mettre en avant celle-ci comme une composante clé du droit à la santé et inciter à une plus large utilisation des services. Les nouveaux efforts pourraient tirer parti des médias sociaux et des démarches du marketing commercial et social pour promouvoir la vaccination et répondre aux préoccupations. Il est bien évident que ça va répondre aux préoccupations des fabricants qui ont des liens étroits avec l'Organisation mondiale de la santé et qu'on ne va pas répondre aux préoccupations réelles de santé publique avec du marketing commercial. Ça va sans dire. Alors l'OMS donne également des chiffres de montants déjà dépensés pour la vaccination dans les pays pauvres et je pense que c'est aux alentours de 60 à 80 milliards de dollars, ce qui est une somme absolument faramineuse, pour les années 2000-2010.
dans le même temps, je vous rappelle qu'il y a quand même 1 milliard de gens sur Terre qui n'ont toujours pas de l'eau potable. Au niveau des gens qui souffrent de la faim, je crois que c'est un peu moins d'1 milliard de gens sur Terre, mais ce sont des chiffres effrayants compte tenu des sommes monstres qui sont dépensées pour vraiment arroser littéralement ces pays pauvres de vaccins, alors qu'ils n'ont même pas l'essentiel pour nourrir leur système immunitaire et pouvoir survivre au quotidien. Alors l'OMS veut également transformer la vaccination, qui est déjà une obligation dans toute une série de pays, en droit. Vous voyez, c'est assez vicieux parce que transformer une obligation en droit, ça consiste finalement à ce que un grand nombre de gens finissent par aimer leur chaîne. Il faut bien se rendre compte que l'OMS est financée avec l'argent des contribuables. Ce sont les pays membres, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, à l'exception du Vatican et du Liechtenstein, qui sont membres de l'Organisation mondiale de la santé et qui financent cette organisation avec la contrainte que ça suscite pour les populations. Donc il faut s'interroger sur ce qu'on accepte de donner à une organisation finalement qui finit par nous oppresser, nous désinformer. Alors l'Organisation mondiale de la santé est celle qui a mis sur pied cette semaine européenne de la vaccination, et maintenant c'est même une semaine mondiale de la vaccination, ça se tient la dernière semaine d'avril, comme s'il n'y avait pas assez de publicité, de propagande tout au long de l'année pour la vaccination. Concernant l'OMS, vous devez également savoir ce qui ressort du rapport de décembre 2013 du comité consultatif sur la sécurité des vaccins de l'OMS qui s'appelle GACVS. C'est notamment repris sur le site mesvaccins.net et ça concerne, si vous voulez, un nouveau vaccin contre l'encéphalite japonaise. C'est une maladie répandue en Asie qui se transmet par les moustiques, une maladie virale qui peut donner dans certains cas une encéphalite. Il y avait déjà des vaccins existants contre l'encéphalite japonaise, mais là il est question donc d'un nouveau vaccin qui s'appelle Imogev et qui est un vaccin recombinant, c'est-à-dire produit par génie génétique. Alors c'est un vaccin chimère qui a été produit en combinant, si vous voulez, le virus de la fièvre jaune avec le virus de l'encéphalite japonaise. Alors dans ce qu'en dit le comité consultatif de l'OMS, il y a notamment ce passage-ci qui est particulièrement inquiétant. Il est mis depuis que ce nouveau vaccin a été homologué en Australie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande, où il est disponible sous le nom d'Imogev, environ 49 000 doses ont à présent été utilisées. Mais ce nombre est encore insuffisant pour permettre d'identifier les événements indésirables rares dont le vaccin pourrait être responsable. Il est également trop tôt pour savoir si un vaccin de ce type ne présentera pas un risque dans l'environnement. Et le comité consultatif sur la sécurité des vaccins a exprimé son souhait d'être informé sur ce sujet. En effet, le virus artificiel qui a été créé pourrait évoluer de façon inattendue s'il trouvait à infecter des hôtes nombreux et variés, par exemple en se recombinant. La probabilité d'un tel événement est considérée comme faible puisque le virus provoque une virémie très brève chez l'homme et qu'il n'est pas capable d'infecter efficacement les moustiques. Son utilisation à grande échelle pourrait toutefois créer des opportunités et la surveillance des événements indésirables post-vaccinaux est donc nécessaire. Ce risque de voir émerger des virus pathogènes à partir de vaccins se trouverait toutefois accru si d'autres vaccins à très large diffusion conçus sur le modèle de l'Imogev, tels que le candidat vaccin contre la dengue de Sanofi, venaient également à être utilisés. Alors vous voyez, le problème c'est que on finance massivement les essais cliniques pour ce nouveau vaccin contre la dengue, et c'est évidemment pas pour que ce vaccin reste dans les tiroirs, mais pour qu'il soit largement diffusé. On sait que ça peut poser un problème avec ce nouveau vaccin recombinant de l'encéphalite japonaise et on marche à grands pas vers un mélange total qui est extrêmement risqué pour les populations puisque ce vaccin chimère contre l'encéphalite japonaise découle déjà d'un mix entre deux virus, le virus de l'encéphalite japonaise, le virus de la fièvre jaune. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que si vous voulez, dans la nature, le virus de la fièvre jaune n'affecte pas les pays asiatiques. C'est un virus qui ne se trouve pas là-bas dans la nature. Et là, on va faire des mélanges de virus qui normalement ne sont pas prévus pour se rencontrer. On va évidemment vers des ennuis. Alors par rapport à l'OMS, ce qu'on peut également ajouter, c'est que dans leur plan mondial d'action pour les vaccins, remarquez bien, pour les vaccins, pas pour la santé publique, eh bien ils considèrent qu'on sera vraiment dans le siècle des vaccins. Alors ils considèrent également que tout le monde doit être vacciné.
ça je l'avais déjà dit, mais que la population doit donc mieux comprendre les bénéfices et les risques. En matière de risques, on peut quand même pas dire que l'OMS informe loyalement la population sur le sujet, puisque finalement il nie tout. Il nie tous les problèmes en matière d'autisme, en matière de risque de cancer, etc. Quand ils admettent quelque chose, c'est pour faire le contraire. Par exemple, ils ont admis dans leur rapport numéro 747 de 1987 qu'il y avait un risque de malignité, donc c'est-à-dire en d'autres mots un risque de cancer, lié aux vaccins produits par génie génétique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vaccins qui sont produits de cette façon, comme le vaccin de l'hépatite B, qui sont largement administrés à quasiment tous les nourrissons de la planète. Donc vous voyez, il y a une espèce de double discours qui est vraiment problématique dans le chef de l'OMS et qui, selon nous, fait que cette association n'a plus du tout la moindre crédibilité. Il y avait un livre qui s'intitulait l'OMS, bateau ivre de la santé publique. Je ne me souviens plus des auteurs, mais il était mis que l'OMS n'était plus qu'un bateau ivre, naviguant sans mettre à bord ni objectif clair sur un océan de corruption et d'inefficacité. Il faut que la population se réveille parce que les taux malheureusement se resserrent, les libertés diminuent. Vous savez qu'il y a toutes sortes de projets sur Internet pour, entre autres, déclarer comme étant une rumeur les informations qui ne plairaient pas aux officiels. C'est un projet de la Commission européenne pour soi-disant favoriser la fiabilité de ce que vous lisez sur Internet. En réalité, c'est pour formater l'information à laquelle vous aurez droit et pour éviter qu'un maximum de gens ne découvrent le poteau rose. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'Organisation mondiale de la santé. On peut également rappeler que cette organisation a entre autres des liens avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Elle avait refusé de révéler un rapport sur les dégâts monstrueux de l'uranium appauvri, ce qui pose aussi question sur le véritable objectif de santé que poursuit cette agence. Renseignez-vous, allez voir dans les documents, même si c'est aride et fastidieux, parce que c'est là que se trouvent les réponses à vos questions qui vous permettent d'agencer les pièces du puzzle et de comprendre pourquoi les dossiers n'avancent pas au niveau national. Évidemment, dans de rares cas, vous avez l'exception qui confirme la règle, comme par exemple avec la décision japonaise de suspendre la vaccination HPV, mais nul doute qu'ils doivent être sous des pressions monstres, y compris de l'Organisation mondiale de la santé, vu le mauvais exemple, qui est en réalité un très bon exemple, qui donne au monde entier. À bientôt.